recevons Naïma Bentayeb, qui est chercheur d'établissement à l'Institut universitaire Sherpa et professeur associé à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, et à l'École de travail social de l'Université McGill, mais elle est aussi chercheure pour notre pôle de recherche sur les transformations des pratiques cliniques et organisationnelles ici au CIS de Laval. Ce midi, sa présentation va porter sur l'intervention auprès de communautés allophones durant la COVID-19. Alors, Naïma, je te donne la parole. Parfait. Merci beaucoup, Jacinthe. Bonjour tout le monde. Donc, je tenais vraiment à remercier Jacinthe pour l'invitation, évidemment, la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche du CIS de Laval pour l'organisation de cette conférence. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même prendre quelques secondes pour reconnaître que le travail qui a été réalisé à Montréal se déroule sur des terres autochtones non cédées, connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations que nous reconnaissons comme les gardiens des terres et des eaux sur lesquelles nous nous rassemblons aujourd'hui. Donc, au menu de la conférence, je vous propose un menu très traditionnel. Je vais commencer par certains éléments du contexte de cette étude. Quelques éléments méthodologiques et au cœur de la conférence, évidemment, nous allons discuter des modalités d'intervention auprès de personnes allophones en présence d'interprètes durant la COVID-19. Donc, on va un peu discuter des réalités quotidiennes qui ont été partagées par nos participantes à cette étude, mais aussi les défis et les obstacles qu'ils ont rencontrés sur le terrain durant leur intervention. Une petite conclusion qui va ouvrir vraiment sur la période d'échange où vous allez pouvoir vraiment partager vos commentaires et ou poser vos questions. Donc, je ne vous apprends rien quand je vous dis que la société québécoise est une société d'immigration. Effectivement, en 2019, par exemple, le Québec avait reçu plus de 375 000 personnes immigrantes, dont plus de 8 000 personnes avaient le statut de réfugié réinstallé. Évidemment, il y a aussi des demandeurs et des demandeuses d'asile qui arrivent au Québec. Donc, on en avait accueilli à peu près plus de 27 000 en 2018. Évidemment, je ne tiens pas en compte le nouveau contexte avec la loi 96 et où la fermeture du chemin Roxham, parce que l'étude a eu lieu vraiment avant ce contexte-là. Et l'idée, c'est pas vraiment les chiffres, mais surtout de mentionner qu'il y a quand même une grande proportion de cette population immigrante qui ne parle ni le français ni l'anglais à leur arrivée au Québec. Et donc, l'enjeu de la communication et de la barrière linguistique pour ces personnes est au cœur de la prestation des services de santé et des services sociaux. À cet égard, la L4S, donc la loi sur les services de santé et les services sociaux, institue un mode d'organisation pour, et je cite l'article 1.7 de cette loi, atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la population et des différentes régions. Il y est aussi prévu, entre autres, de tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles, ethnoculturelles et socio-économiques des régions à l'article 5. Et finalement, à l'article 7 de cette même loi, on prévoit favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité à des soins et services de santé et des services sociaux dans leur langue pour les personnes des différentes communautés culturelles au Québec. Donc, vraiment, on a cette volonté-là quand même de répondre et d'offrir des services de santé et services sociaux à cette population-là. Et donc, c'est là qu'on voit un peu l'importance, en fait, de recourir à un interprète lorsqu'on offre des services à cette population-là, mais aussi plusieurs défis qui ont été beaucoup documentés dans la littérature. Donc, il y a eu énormément d'écrits sur ce sujet-là. Donc, la différence de la langue, l'absence d'une langue commune sont vraiment considérées comme vraiment un obstacle très important en matière d'accès aux soins. On privilégie beaucoup dans les études qui sont publiées l'accès ou le recours à un interprète qui est formé, notamment pour assurer la sécurité, la qualité des services. Dans plusieurs études où on est allé chercher le point de vue des usagers et usagères, ces dernières sont vraiment beaucoup plus satisfaites de l'intervention en présence d'un interprète formé. Cependant, il y a aussi des études qui nous confirment que malheureusement, il n'est pas toujours possible d'avoir accès à un interprète formé. Donc,
Évidemment, là, on parle de l'interprétation de ces enjeux et ces défis en tout temps, donc pas forcément en contexte de crise. Puis ces enjeux-là sont toujours vrais aussi en contexte de crise, on va le voir un petit peu plus tard. Mais il y a certains éléments qui se rajoutent en fait au niveau d'intervention en contexte de crise, notamment les émotions. Donc les émotions qu'on vit parce qu'il y avait beaucoup de craintes, on n'avait pas assez d'informations. Il y avait la peur aussi de contracter la COVID-19 qui peuvent nuire au processus d'interprétation, créer d'autres barrières de communication évidemment. Un autre élément qui ressort dans la littérature, c'est le manque d'expérience du côté des intervenants, intervenantes pour intervenir, mais aussi du côté des interprètes pour interpréter en contexte d'urgence et ou crise. Donc, on n'est pas habitué, on n'est pas formé pour vraiment interpréter et ou intervenir dans ce contexte-là. Il y a l'environnement en soi, donc l'environnement physique qui peut être non sécuritaire, voire même dangereux. Donc, il y a cette possibilité-là pour l'interprète et ou pour l'intervenant de contracter la COVID-19 lorsqu'il est question d'interpréter en présentiel. Et évidemment, il y a des défis supplémentaires en contexte normal qui se rajoutent particulièrement pour les usagers, usagères, notamment le fait ces personnes-là ne sont pas toujours familières avec la technologie, n'ont pas forcément accès à une connexion Internet, n'ont pas forcément accès à du matériel informatique, ce qui a été beaucoup discuté évidemment durant la COVID-19 qui a créé aussi des inégalités d'accès. Donc, et c'est là, effectivement, qu'on avait pensé que de documenter le processus d'intervention auprès de ces personnes-là durant la COVID-19 était vraiment une belle contribution au corpus de savoir qu'on avait déjà. Et on s'est donné vraiment comme objectif principal de comprendre comment les services de santé et services sociaux sont fournis aux usagers et usagères allophones en présence d'interprètes au Québec en temps de crise. Et donc, la finalité, c'est vraiment d'avoir des recommandations, des suggestions pour améliorer les services à ces personnes-là. Évidemment, à partir de cet objectif principal, on avait plusieurs objectifs spécifiques. Donc, on voulait explorer les barrières et les facilitateurs durant l'intervention avec interprète. On voulait également décrire s'il y a lieu des pratiques innovatrices qui ont été mises en place par des interprètes et des intervenants pour continuer à donner des services à ces personnes-là. Et donc, à partir de ces objectifs-là, on avait établi un devis mixte. On avait fait une revue de littérature de type Scoping Review que je vais malheureusement pas beaucoup développer durant cette présentation-là, mais ça me fera plaisir pour celles qui sont intéressées d'en discuter et ou de partager les principaux résultats. C'est surtout les données à partir du volet quantitatif où on a utilisé principalement un questionnaire en ligne et du volet qualitatif, où on est allé vraiment avec des entretiens individuels. Donc, pour vous donner une idée plus précise, le questionnaire a été ouvert en fait et accessible entre octobre 2020 et octobre 2021. La population qui était ciblée par ce questionnaire-là était des intervenants et intervenantes qui travaillent auprès d'une population allophone et des interprètes. Au total, on a eu 521 intervenants et intervenantes qui ont répondu, mais seulement 362 réponses qui étaient vraiment analysables. Et de la même façon, au niveau des interprètes, on a eu 103 réponses, mais 67 seulement qui ont été analysées. Donc, ces interprètes et ces intervenants-intervenantes vraiment appartenaient à 11 CIS et CIUS du Québec, ainsi que plusieurs regroupements et organismes communautaires. Les données étaient vraiment particulièrement analysées de façon descriptive. Donc, du côté du profil des répondants-répondantes au questionnaire, les intervenants-intervenantes étaient majoritairement du réseau public de santé et de services sociaux. Donc, on avait quand même 91% qui étaient du réseau public. 41% travaillaient dans la région de Montréal, 38% à la capitale nationale et 21% dans d'autres régions du Québec. Donc, pour vous donner une idée, on avait le Bas-Saint-Laurent, Laval, Laurentides et l'Outaouais. Et 89% des intervenants-intervenantes s'auto-identifient comme des femmes. Ils étaient majoritairement des travailleurs et des travailleuses sociaux et sociales à 28%, suivis d'infirmiers et d'infirmières à 15%. Du côté des interprètes, on a eu 58% d'interprètes qui travaillent dans le réseau public, 63% travaillent au CIUS du Centre-Sud et 27% à la capitale nationale, ce qui était tout à fait cohérent
avec le fait que 95% des interprètes qui avaient participé provenaient d'une banque d'interprètes, étant donné que les deux banques d'interprètes au Québec appartenaient à ces deux CIUS, à Montréal et à la capitale nationale. 6% provenaient d'une agence privée, 3% sont des bénévoles pour un organisme et 9% sont des membres d'un organisme communautaire. De la même façon, on a vu vraiment 85% des répondants qui s'auto-identifient comme des femmes. Du côté du volet qualitatif, donc comme je disais tout à l'heure, on est allé avec des entretiens individuels. Donc, on avait 20 intervenants, intervenantes qui nous avaient rencontrés en entretien individuel. Tous les entretiens individuels ont eu lieu sur Zoom ou sur Teams. Donc, pour les intervenants et intervenantes, on a eu 13 du côté de Montréal, 7 de Québec, 16 femmes, 4 hommes, 17 de l'institutionnel et 3 du communautaire. Pour les interprètes, donc, on en a rencontré 16, 12 de Montréal, 4 de Québec, 12 femmes, 4 hommes, 12 d'une banque d'interprètes, 4 du communautaire. Et on avait un interprète ou une interprète qui était aussi intervenante, mais qui a répondu avec son chapeau interprète. Du côté des usagers et usagères, donc, on a eu 14 usagers et usagères, tous de Montréal, 9 femmes, 5 hommes, 7 qui parlaient Punjabi, 1 espagnol, 5 arabes et 1 kirundi, et qui représentaient vraiment plusieurs pays, notamment l'Inde, la Palestine, l'Égypte, la Tunisie, la Mauritanie, le Burundi. Plusieurs des usagers ont dû passer par d'autres pays avant de se rendre au Canada. Plusieurs ont vécu aussi des traumatismes, notamment la guerre, la violence conjugale. Et la plupart des usagers vivaient au Canada depuis au moins 3 ans. On avait aussi un comité aviseur qui a suivi vraiment le volet qualitatif en particulier qui représentait autant des interprètes, des intervenants et des usagers usagères. La collecte de données s'est déroulée entre janvier 2021 et mars 2022. Donc, on arrive au cœur de la conférence, donc pour parler un peu des modalités d'intervention auprès des personnes allophones en présence d'interprètes. Juste vous dire d'entrée de jeu qu'au niveau du Scoping Review, donc la revue de littérature qu'on avait réalisée, 3 catégories ou 3 grandes modalités ressortaient de la littérature. Donc, il y avait la modalité d'interprétation en présentiel. Donc, tout le monde étant face à face, l'usager, usagère, l'interprète et l'intervenant-intervenante. Et l'interprétation à distance, donc soit par téléphone ou vidéoconférence. Mais il y avait aussi une troisième modalité qui était vraiment la téléinterprétation où on utilise des applications informatiques, donc vraiment des applications, des apps qui étaient sur les cellulaires des intervenants à ce moment-ci qu'ils utilisaient pour intervenir auprès de leurs usagers et usagères. Cette modalité-là n'a pas beaucoup été nommée par nos répondants dans l'étude et vous allez voir que pour nous, c'est vraiment les 3 modalités face à face, par téléphone et par vidéoconférence qui va être vraiment discutée aujourd'hui. Donc, vous allez voir que les résultats que je vais vous présenter, donc je vais jongler avec le qualitatif, avec le quantitatif, puis ça tourne autour de 2 grandes questions d'analyse. Donc, la première, c'est vraiment où on se demandait quelles étaient les modalités qui étaient utilisées en contexte de crise auprès de personnes allophones, autant du point de vue des intervenants, des interprètes et des usagers et usagères, mais aussi quelles étaient les difficultés, les enjeux qui étaient rencontrés par les intervenants, intervenantes et les interprètes, autant pour le présentiel, pour le téléphone et en ligne. Donc, pour vous donner une idée générale du point de vue des intervenants. Donc, je vais toujours mentionner c'est le point de vue de quel acteur. Donc, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, et on donnait vraiment la référence du 13 mars 2020 pour les répondantes, plus de 57% des intervenantes ont eu recours à plus d'une fois par jour à un interprète par téléphone. Donc, le téléphone était vraiment la modalité la plus utilisée durant la COVID-19. 51% a été vraiment en personne. Donc, vraiment, ça tournait autour de la modalité téléphone et la modalité en présentiel. Donc, le recours à un interprète en vidéoconférence est vraiment très, très minime. Donc, ça tourne autour de 5% pour plus d'une fois par jour. Puis, on le voit que c'est vraiment pas énorme non plus pour les 2 catégories, plus d'une fois par semaine et au moins une fois par mois. Du côté des interprètes maintenant, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, 60% des interprètes ont interprété plus d'une fois par semaine en personne.
et 55% plus d'une fois par jour par téléphone. Donc, on voit que ça coïncide, en fait, les deux points de vue. On utilise vraiment majoritairement le téléphone pour intervenir avec interprète auprès de ces personnes-là, suivies vraiment à ce moment-ci en personne. Par contre, pour les interprètes, on voit quand même que 54% des répondants mentionnaient interpréter une fois par mois ou moins en vidéoconférence. Donc, c'était vraiment une modalité qui était beaucoup plus nommée par les interprètes. Donc, quels étaient les avantages et les désavantages de faire des rencontres en présentiel? Donc, c'est vraiment des données qui proviennent de nos entretiens individuels. Donc, il y avait certains avantages qui étaient nommés autant par les interprètes que les intervenants-intervenantes. Donc, le fait d'accéder au non-verbal de l'usager-usagère, à ses émotions, à ses réactions. Évidemment, la conversation est beaucoup plus fluide étant donné que c'est un triade d'acteurs, donc la passation de parole était beaucoup plus facile. Mais il y a aussi la question du lien de confiance qui était beaucoup plus simple et plus facile à créer en présentiel. Les interprètes ont nommé un des avantages en particulier, c'est le fait que ça leur prend du déplacement, particulièrement lorsqu'ils ont plusieurs rendez-vous par jour et que ces rendez-vous-là sont dans des points de service qui sont différents et ou éloignés. Les intervenants-intervenantes ont nommé aussi d'autres avantages. Donc, le fait que pour eux, ils voyaient que leurs usagers-usagères étaient moins isolés, le fait qu'ils se déplacent, qu'ils ont un contact humain. Donc, l'intervention aussi qui nécessitait l'utilisation, par exemple, d'accessoires était beaucoup plus facile en présentiel. C'était beaucoup nommé, par exemple, par les orthophonistes qui avaient besoin d'utiliser des accessoires avec les enfants qui venaient vraiment chercher des services. Évidemment, un des désavantages, c'est le fait que les usagers-usagères doivent se déplacer. Pour les usagers-usagères que nous avions rencontrés en entretien, il y avait évidemment le contact humain. C'était vraiment super important pour eux dans leur rencontre en présentiel, la facilité à s'exprimer. Mais ils trouvaient aussi que c'était beaucoup plus facile pour eux de retenir les informations. Donc, s'il y avait des consignes de leurs intervenants-intervenantes, s'il y avait des prescriptions, c'était pour eux beaucoup plus facile de retenir ces informations que par la modalité téléphone et ou vidéoconférence. Des avantages qui ont été nommés par les usagers et usagères, c'est le port du masque et la distanciation physique, en fait, qui crée comme une sorte de barrière avec leurs intervenants-intervenantes. Donc, quelques témoignages. Donc, on a un témoignage d'un ou d'une intervenante institutionnelle qui est travailleuse sociale au CIS du Bas-Saint-Laurent, qui nous dit que c'est toujours mieux en personne avec la clientèle allophone. En fait, cette personne-là a noté un élément qu'on trouvait vraiment super intéressant où elle comparait en fait le réseau de la santé et des services sociaux, donc nos CCSUS, avec le milieu communautaire, où le milieu communautaire utilisait beaucoup les réseaux sociaux, donc tout ce qui est WhatsApp, Messenger, Texto, FaceTime, avec la population allophone, et ils trouvaient que ça fonctionnait beaucoup mieux, que ces personnes-là étaient beaucoup plus accessibles versus les CCSUS qui n'avaient pas le droit, en fait, d'utiliser ces réseaux sociaux pour des questions vraiment de confidentialité, et ils suggéraient vraiment de trouver quand même une voie pour utiliser ces réseaux sociaux pour cette population-là. Il y avait aussi l'enjeu par rapport à le présentiel était vraiment quelque chose où on y va souvent, voire par défaut lorsqu'il s'agissait d'une évaluation infirmière ou médicale. Donc, tout ce qui est santé physique, donc on ne se questionnait pas beaucoup, à moins qu'il y ait vraiment une interdiction totale de recevoir des usagers et usagères en présentiel. Sinon, ben, on y va avec le téléphone parce que pour une ou un infirmier de justice de l'Outaouais, la plupart des usagers n'ont pas forcément accès à Internet et ils sont parfois pas capables d'utiliser la technologie. Donc, arrivons maintenant aux difficultés en jeu qui étaient rencontrées dans l'utilisation du téléphone pour intervenir auprès de ces personnes du point de vue des intervenants-intervenants. Donc, les difficultés, les enjeux les plus rencontrés lors des interventions du point de vue des intervenants-intervenantes. Donc, arrive vraiment un facteur que j'ai mis en jaune, c'est l'indisponibilité au même moment de l'usager-usagère et de l'interprète, quand même à 58%. Suivi du fait que l'intervention est beaucoup plus longue, à 43%, de la fatigue en raison de ce mode de communication à 41% et des difficultés au niveau de la création d'une alliance de travail à 40%.
Du côté du qualitatif, on avait aussi discuté des avantages et des désavantages d'avoir ces rencontres-là par téléphone. Donc, les intervenants et les interprètes sont d'accord sur le fait que c'est beaucoup plus facile à planifier, on peut faire plus de rencontres, que ça diminue le risque de contact avec des personnes symptomatiques, surtout vraiment en pleine pandémie. Et il n'y avait pas de déplacement qui était nécessaire pour les acteurs. En termes de désavantages, évidemment, ça présente beaucoup plus de désavantages. Donc, on n'a pas accès au non-verbal de l'usager-usagère, à ses émotions, à ses réactions. Mais en plus, c'était difficile, en fait, de vérifier la compréhension, d'établir le lien de confiance, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une première rencontre avec l'usager-usagère. Les intervenants et les interprètes trouvaient aussi que les usagers-usagères étaient moins à l'aise, en fait, à discuter, à expliquer leurs besoins. Les rencontres prennent plus de temps, ce qui a été aussi nommé dans le questionnaire quantitatif. Et il était difficile, en fait, d'offrir du soutien émotionnel à l'usager-usagère parce qu'on n'avait pas tout à fait accès à son état. Ce qui a été nommé aussi, c'est le fait qu'il y a beaucoup de bruit et des distractions autour de l'usager-usagère, ce qui rendait vraiment plus difficile l'intervention. Les interprètes ont rajouté aussi en termes de désavantages que c'était beaucoup plus difficile de communiquer avec des aînés, donc ils ont déconseillé en fait d'intervenir auprès de personnes allophones aînées par téléphone. Et du côté des intervenantes, ils ont rajouté le fait que c'était impossible en fait d'utiliser des accessoires, comme je disais tout à l'heure, par exemple pour les orthophonistes, donc par téléphone, ils ne pouvaient pas avoir recours à ces accessoires. Du côté des usagers-usagères, évidemment, les avantages qui étaient nommés, c'est le fait qu'ils gagnent beaucoup de temps, donc ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas à attendre dans la salle d'attente. Mais c'était vraiment un avantage encore plus intéressant pour des parents avec des enfants à la maison. Donc, on le sait, on avait toutes et tous passé par là. Donc, quand il y avait des enfants aussi qu'il faut garder, ça facilitait vraiment la vie des parents. Du côté des avantages pour les usagers-usagères, donc il n'y a pas de contact humain. Donc, ils perdent vraiment tout ce contact humain qui était super important pour eux au niveau du présentiel. Ils trouvaient que c'était difficile à s'exprimer et être compris ou comprise, ce qui valide un peu ce qui a été nommé par les interprètes et les intervenants. Donc, les usagers étaient moins à l'aise. Et évidemment, il y a aussi des distractions et des bruits. Pour les usagers-usagères, ils parlaient de leur environnement, mais ils parlaient aussi du côté des interprètes, surtout qui parfois travaillaient de la maison. Maintenant, pour ce qui est de l'intervention présence d'interprètes, mais par logiciel en ligne, donc vidéoconférence, ça peut être Teams, Zoom ou autre plateforme. Les difficultés ou la difficulté qui a été vraiment nommée le plus souvent, c'est le fait que la technologie nécessaire n'était pas disponible quand même à 41%. Puis là, quand on parle de la technologie, donc ça peut être parce que l'intervenant n'y a pas accès, ça peut être parce que l'usager, l'usagère n'y a pas accès. Suivi de la création d'une alliance de travail, donc c'est un facteur qui est sorti aussi du côté de l'intervention par téléphone. Et enfin, la fatigue en raison du mode de communication, donc à 30% quand même, ce qui rejoint aussi l'intervention par téléphone. Donc, en termes d'avantages et de désavantages pour l'intervention en ligne, du côté des interprètes et des intervenants-intervenantes, évidemment, tout comme le téléphone, donc l'accès, l'avantage qu'on a une caméra, en fait, c'est l'accès au non-verbal de l'usager-usagère, ses émotions et ses réactions, donc un petit gain par rapport au téléphone. Les acteurs, interprètes et intervenants trouvaient aussi que c'était beaucoup plus facile à planifier, qu'on pouvait faire plus de rencontres. En termes de désavantages, c'était beaucoup plus difficile d'avoir ce lien de confiance qu'en présentiel. Donc, c'est mieux que par téléphone, mais c'est moins facile qu'en présentiel. C'était difficile d'offrir du soutien émotionnel aussi. Il y avait aussi les difficultés en termes d'accès et familiarité avec la technologie pour les acteurs eux-mêmes, donc l'interprète et l'intervenant, mais aussi parfois pour l'usager, ce qui des fois rend vraiment l'intervention plus lente parce qu'on prend le temps avec l'usager-usagère pour lui permettre de se connecter. Pour ce qui est des interprètes, évidemment, un des avantages qui a été nommé de plus, c'est que ça diminue le risque de COVID-19 pour eux, donc ils ont moins peur de contracter la COVID. Il n'y avait pas de déplacement qui était nécessaire. Ils trouvaient que la communication allait beaucoup mieux que par téléphonie. Il y avait moins de distractions, mais ils trouvaient aussi que l'heure du rendez-vous était beaucoup plus respectée, ce qui les arrangeait vraiment pour ne pas cumuler du retard pour leurs autres interventions.
En termes de désavantages, ils ont nommé, donc tout à l'heure pour téléphonie, ils avaient nommé les personnes aînées, mais pour en ligne, ils avaient vraiment nommé la difficulté pour des rencontres avec des enfants et des aînés. Donc, les enfants, c'est vraiment la distraction par rapport à la technologie, vraiment tester plein de choses sur l'écran à ce moment-ci. Donc, pour ce qui est des intervenants-intervenantes, ils ont rajouté aussi un désavantage en particulier, c'est le fait que ça prend plus de temps qu'en présentiel. Et du côté des usagers et usagères, qu'ils avaient nommé en termes d'avantages, donc l'accès facile quand même aux professionnels quand ils ont des besoins, donc c'est répondu quand même si c'est en ligne. Ils ont parlé du gain de temps, donc ils n'ont pas à se déplacer et à attendre. Par contre, en termes de désavantages, ils disaient on n'a pas toujours un Internet qui est stable, il y a quand même des bruits et des distractions qu'on a nos enfants à la maison et ou qu'il y a d'autres personnes là où on se retrouve. Et évidemment, il y a la limite un peu ou l'enjeu de l'accès au matériel, donc un ordinateur ou une tablette. Donc, en conclusion, en fait, pour récapituler, puis si ça dépend beaucoup, le choix de la modalité, en fait, dépend de l'intervenant-intervenante, mais l'intervenant-intervenante, en fait, il doit quand même prendre en considération plusieurs facteurs. Donc, la nature de l'intervention, le profil de la population, le fait que les usagers ont accès ou pas à la technologie, jusqu'à quel point ils sont à l'aise pour l'utiliser. Mais aussi jusqu'à quel point l'institution dans laquelle travaille l'intervenant-intervenante est vraiment équipée pour pouvoir vraiment réaliser, par exemple, des interventions à distance en ligne. Donc, les préférences variaient vraiment selon le type d'intervention. Les interprètes avaient vraiment une tendance à préférer les rencontres à distance. Mais ils se disaient vraiment prêts et répondre aux demandes des usagers et usagères qui le souhaitent en présentiel. Les intervenants-intervenantes avaient vraiment une préférence pour le présentiel, à moins que ça soit pas possible. À ce moment-ci, c'est vraiment le téléphone qui serait leur deuxième choix. Les usagers et usagères, définitivement, ils préféraient le présentiel, mais ils s'accommodaient vraiment quand même bien quand c'est possible, quand ils sont à l'aise avec la technologie et où ils avaient accès à un téléphone, de quand même avoir des services par téléphonie ou en ligne. Donc, des contextes, pour récapituler, où des rencontres en présentiel sont préférées. Donc, les rencontres en protection de la jeunesse. Donc, où il y a vraiment des cas vraiment complexes, beaucoup de détails, plusieurs acteurs qui sont vraiment interpellés et qui participent aux rencontres. Les rencontres avec un ou une travailleuse sociale, donc toute l'intervention psychosociale est vraiment super importante que ce soit en présentiel, mais aussi en termes de santé physique, donc pour des rencontres avec un ou une médecin et un ou une infirmière. Donc, en présentiel aussi, été nommé surtout par des interprètes, comme je le disais tout à l'heure, dans des rencontres avec des enfants, avec des aînés, avec des personnes réfugiées et ou des demandeuses d'asile qui sont surtout nouvellement arrivées. Donc, il y a vraiment toute leur histoire, leur parcours migratoire, leur trauma, donc qui serait vraiment super important à prendre en considération, ce qu'on ne peut pas vraiment comprendre et ou voir l'ampleur de l'impact de ces éléments-là quand on est au téléphone ou à distance. Et les rencontres autour de sujets très émotionnels. Donc, par exemple, si on veut apprendre ou informer la personne qu'elle a une maladie grave, etc., donc on préfère vraiment que ça soit en présentiel. Les contextes pour lesquels par téléphone est avantageux, donc des petits suivis, des sujets moins complexes, des rencontres avec des usagers qui sont symptomatiques. Donc, on parle vraiment d'une situation où on a vraiment la pandémie. Donc voilà, ça fait un peu le tour du contenu que je voulais vous partager. Je voulais quand même remercier, parce que j'ai pas fait tout ça toute seule, donc il y a vraiment une super belle équipe derrière cette étude-là. Je vais pas toutes les nommer, mais je les remercie vraiment tous. Je remercie aussi nos membres du comité aviseur qui étaient vraiment là, surtout dans le volet qualitatif. Je remercie nos organismes subventionnaires pour les 2 volets énormément, parce que sans eux, on n'aurait pas pu réaliser cette étude-là. Je remercie tous les participantes, mais aussi les acteurs qui ont aidé au recrutement des participantes. Je remercie les 11 CCCUS qui avaient participé, ainsi que plusieurs regroupements et organismes communautaires. À nos partenaires, donc le MSS, le BINAM, la TCRI, le TQMN, la DRSP, le PRAIDA et le CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal.
Je vous ai mis à même le PowerPoint qui va vous être rendu disponible, des liens directs vers d'autres études, vers les fiches de ces 2 études. Donc, vous pouvez suivre. Il y aura vraiment plusieurs publications qui vont venir dans les prochains mois, ainsi qu'un rapport, en fait, d'une ETMIS, donc une évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et services sociaux publié en 2019 sur la question. Je vous ai mis aussi une petite sélection en fait de références pour celles que ça les intéresse, la question de l'intervention avec interprète, pour aller plus loin. Donc, un énorme merci, puis n'hésitez pas avec vos commentaires et vos questions. Merci Naïma pour la présentation. Donc, c'est le moment de la période de questions. Donc, vous pouvez utiliser, là, je vous rappelle, questions-réponses, discussion ou lever la main pour intervenir. Pour partir de base, moi, j'ai une question pour toi, Naïma. Ce que tu nous as présenté, c'est des résultats qui ont affaire avec la présence d'interprètes. Mais qu'est-ce qui arrive quand ils ne sont pas disponibles? Oui, c'est une super bonne question. En fait, on avait posé la question dans le questionnaire pour voir, mais quand vous n'avez pas accès, puis ça arrive quand même souvent que, par exemple, il y a un usagère qui arrive sans rendez-vous. Donc, qui parle pas la langue. Ça arrive aussi quand l'interprète ne se présente pas au rendez-vous, puis là, l'usager, il est là, il y a un besoin. Et c'est assez alarmant, si je peux dire ainsi, parce que ce qu'il nous disait, c'est quand même à 74% de nos répondants au questionnaire nous disaient utiliser la gestuelle et un langage simple quand même pour intervenir. 59% nous disaient qu'ils utilisaient le Google Translate et compagnie pour vraiment dire quand même l'essentiel. 34% nous disaient utiliser des pictogrammes, des petites formes, des dessins pour quand même communiquer. Mais évidemment, ils avaient tous nommé ils recourent à ces stratégies-là quand l'interprète n'est pas présent. Seulement si l'intervention est vraiment quelque chose de très simple, il n'y a pas d'enjeu par rapport à la sécurité, par rapport à l'usager, usagère, et puis il essaie vraiment de prendre un autre rendez-vous en présence d'un interprète ou une interprète à ce moment-ci. Super, merci. On a une main levée dans les participants. J'autorise la personne à parler. Si vous voulez ouvrir votre micro, on va vous écouter. Si vous voulez juste vous présenter aussi, là. Je m'appelle France Lee. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je m'appelle France Lee Vilma. Je travaille pour C3S Laval. Je suis un ASS, en tout cas, soins familial, soins à domicile familial. J'ai écouté votre webinaire. Je me demandais, est-ce que ces usagers-là qui ne parlent ni français ni l'anglais, est-ce qu'ils vous montrent des signes comme quoi qu'ils ont envie ou qu'ils aimeraient apprendre à parler la langue? Et puis, vous, de votre côté, est-ce que vous évaluez ces gens-là d'une façon à savoir quelle langue qui serait plus facile pour eux d'apprendre plus rapidement, soit l'anglais ou le français? Oui, merci beaucoup, Francelé, pour tes questions super pertinentes. En fait, l'apprentissage de la langue, c'était pas une question qu'on posait, mais par contre, on le voyait. En fait, la plupart pouvaient quand même dire des petits mots parce que plusieurs, je les ai eus vraiment au téléphone pour la prise de rendez-vous, pour l'entretien individuel. Donc, ils pouvaient dire quelques mots, ils pouvaient comprendre. Par contre, c'était vraiment pour eux difficile d'avoir accès à un langage médical, par exemple, vraiment à des concepts qui sont en lien avec les services de santé et services sociaux. Parce que là, c'est pas vraiment un petit dialogue au quotidien sur des choses de la vie courante. Pour eux, c'est vraiment super important qu'ils soient capables de vraiment communiquer comme il faut leurs symptômes, ce qu'ils vivent, leurs besoins, et aussi de bien comprendre les consignes du professionnel ou de la professionnelle. Donc oui, se débrouiller. Plusieurs avaient d'ailleurs des cours de francisation. Puis j'avais noté, si vous vous rappelez, qu'en moyenne, ça faisait 3 ans. Donc plusieurs, ça faisait quand même longtemps. Puis il ne faut pas oublier que dans l'apprentissage du français, bien, il y aura probablement une bonne proportion qui apprendront jamais ni le français ni l'anglais pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont du retard d'apprentissage, parce qu'ils sont jamais allés à l'école avant, donc c'est beaucoup plus difficile. Il y en a que ça va prendre beaucoup de temps. Donc oui, la volonté, elle est là, mais concrètement, c'est beaucoup plus difficile en fait d'apprendre
la langue française ou la langue anglaise de façon à ce qu'on soit capable, en fait, de communiquer pleinement, peu importe le sujet à ce moment-ci, particulièrement lorsque ça concerne vraiment notre santé et bien-être. Par contre, la deuxième question, c'était par rapport à évaluer leur capacité d'apprendre en français ou en anglais. Malheureusement, c'était pas un élément que nous, on fait. En fait, on n'a pas l'expertise du tout pour évaluer ces éléments-là. Donc, nous, c'était vraiment le déroulement jusqu'à quel point ça se passait, en fait, le processus d'intervention selon ces différentes modalités et jusqu'à quel point ils étaient quand même satisfaits des services qu'ils avaient reçus durant la COVID-19. Est-ce que ça répond à tes questions, Francis? J'ai fermé votre micro, fait que si vous voulez le reparler, il faut le rouvrir. J'imagine que c'est correct. S'il y a d'autres choses, on y reviendra. Oui, je m'excuse. Oui. Oui, très satisfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et je vous félicite. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai une question ici. L'utilisation d'applications pour la traduction est recommandée. Est-elle recommandée? Là, il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des applications qui sont suggérées? Là, j'ai reformulé un peu, mais il y a des... C'est une question. Oui. En fait, les intervenantes qui avaient nommé beaucoup Rio, qui est utilisée au Québec. En fait, c'est une plateforme ontarienne de mémoire, mais on y a accès à plus de 300 quelques langues différentes. Donc, je sais par exemple que nos collègues au CIUS du Centre-Ouest, au Praida, ils l'utilisent beaucoup, mais pas comme premier choix. En fait, c'est vraiment un choix au cas où qu'on n'a pas un interprète formé sur place, qu'on peut pas faire appel à un interprète de la banque d'interprètes, fait qu'on se tourne à Rio. L'avantage, c'est qu'on a accès à une multitude de langues. On y a accès automatiquement, donc on peut pas ne pas avoir accès à un interprète rapidement. Ça coûte évidemment de l'argent, donc ça dépend des coûts pour l'établissement. Mais le seul désavantage que présente Rio, par exemple, c'est que la personne qui interprète ne connaît pas forcément le contexte du Québec, la structure. Tu sais, quand on parle de CLSC et tout, ben c'est pas quelque chose qui est forcément connu de cette personne-là. Mais ça a l'air que ça fonctionne quand même bien. Les intervenantes qui l'ont mentionné dans le questionnaire et dans les entretiens individuels disaient quand même qu'ils étaient satisfaits de Rio. Sur les apps sur cellulaire, on parle beaucoup d'une application, d'un app, Tarjimly, où il y a vraiment plusieurs langues aussi que certains intervenants, je vais pouvoir peut-être la rajouter aussi dans les diapos pour ceux et celles qui veulent l'avoir. Je sais que nos collègues du CERDA, du Centre d'expertise pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile, ils avaient fait quand même une petite recension sur ces apps-là. Ça me fera plaisir aussi de les ajouter sur une diapo pour ceux et celles qui veulent aller regarder cela. Je pense que ça serait pertinent, s'il te plaît. Parfait. On avait une autre question. Je vais y aller avec Aurel. Je vous permets de parler, puis après ça, on ira à l'autre personne. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allô? Oui, bonjour Aurel. Bonjour Naïma, merci pour la belle présentation. J'ai été marquée par un résultat de la recherche, notamment celui qui parlait des interprètes en milieu public qui utilisaient moins les réseaux sociaux par rapport aux intervenants communautaires. Mais lorsque tu présentais le profil des intervenants et des interprètes, on voit que ce sont plus les interprètes en milieu public qui ont répondu. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y en est au niveau de la pratique, mais au niveau des retombées pratiques, ma question était de savoir est-ce que le milieu public quand même est plus ouvert à adapter leurs pratiques et à revoir les outils qu'ils utilisent pour rejoindre les usagers? Comment ça se passe au niveau des retombées pratiques? Merci. Oui, merci beaucoup Aurel pour ta question. Super belle question. Effectivement, en fait, pour confirmer, le questionnaire a beaucoup circulé aussi aux communautaires. Puis il y en a eu quand même une petite participation, mais il faut se rappeler, c'était en 2020 et 2021. Fait qu'on a vécu plusieurs vagues de COVID-19. Et puis, nos organismes communautaires étaient super occupés. Donc, je les blâme pas du tout du taux de réponse qui était moindre du côté du communautaire. Et on avait, en fait, l'extrait dont tu parlais, c'était vraiment là où il y avait
un intervenant, une intervenante de l'institution, en fait, d'un des 6 CCIUS participants, qui faisait une comparaison, en fait, de la facilité qu'ont ses collègues ou communautaires d'avoir accès, en fait, à ces usagers, usagères à travers WhatsApp et tout, parce que c'était des apps que ces personnes-là utilisent au quotidien. Donc, ils avaient une facilité parce que WhatsApp, c'est ce qu'ils utilisent pour contacter leur famille, leurs proches dans leur pays d'origine. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. Par contre, en fait, ça dépend pas du tout des intervenants, intervenantes à ce moment-ci d'utiliser ces réseaux sociaux parce que c'est une consigne institutionnelle qui est fondée, en fait, sur la question de la confidentialité parce que WhatsApp n'est pas géré par nos CCIUS, c'est vraiment des plateformes qui sont étrangères où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, si l'usager, usagère, par exemple, partage quelque chose de très confidentiel sur les réseaux sociaux. En fait, on n'a aucune possibilité de garantir la confidentialité et l'anonymat des propos des usagers sur des plateformes qu'on n'a pas leur gestion. Fait que c'est surtout ça. Est-ce qu'il y a une ouverture de l'institution? Ça, malheureusement, je ne peux pas te dire. Nous, on a vraiment diffusé les résultats de l'étude un peu partout. Puis comme vous avez vu, on avait le ministère de la Santé et des Services sociaux qui était partenaire. J'avais présenté aussi à plusieurs tables, à l'ERIC, à la capitale nationale et tout. Puis on continue. Il y aura des infographies qui vont ressortir, des publications. Fait qu'on espère pouvoir quand même influencer, ne serait-ce qu'un peu, peut-être pour des petits suivis, juste pour savoir comment ça se passe, surtout s'il y a d'autres crises qui nous attendent dans les prochaines années. OK. Merci beaucoup, mais j'ai une deuxième question, si c'est possible, mais ma deuxième question, ma deuxième question, ça porte, je ne sais pas si le questionnaire ou dans les entrevues, la question a été abordée, mais ça me vient quand même à l'esprit. Qu'en est-il des sujets sensibles qui sont abordés entre un usager et un intervenant et un interprète? Comment la question de confidentialité, comment ces enjeux liés aux sujets sensibles, par exemple, je vais prendre un exemple, dans certaines communautés où la sexualité est parfois très difficilement abordée, et surtout avec des femmes ou des jeunes adolescentes, est-ce que cette question a été abordée lors des entrevues et comment c'était perçu par les interprètes et les intervenants? En fait, les questions sensibles, comme tu nommes, ont été surtout nommées dans les entretiens individuels comme étant vraiment un facteur très important pour déterminer qu'on y va si on a la possibilité avec une intervention présentielle. C'est sûr que c'est un élément qui est beaucoup documenté. Ça sort du contexte de la crise. En fait, c'est vraiment des choses qui ont été beaucoup documentées aussi dans d'autres études sur la question de l'interprétation. Un interprète, en fait, formé surtout, donc je mets vraiment l'accent sur la question de former. Dans leur formation, ils sont vraiment confrontés à toutes ces questions de confidentialité. Donc, un interprète, il s'engage, en fait, en tant qu'interprète formé qui dépend de la banque d'interprètes, à la confidentialité puis à l'anonymat des propos qui sont dits dans une intervention. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas discuté. Évidemment, il y a toujours des personnes qui le font pas, mais légalement, ils peuvent pas, en fait, redire. Il y a d'autres enjeux aussi qui ont été nommés, mais dans la littérature de façon générale, pas forcément dans le contexte de la COVID, c'est que il y a certaines considérations qu'il faut vraiment prendre en note pour l'intervenant. Si, par exemple, la personne elle a eu des problématiques de violence sexuelle ou de violence conjugale, c'est de faire attention au choix de l'interprète à ce moment-ci. Fait qu'on évite, par exemple, que ce soit un interprète homme, alors que c'est une femme qui vient discuter des problématiques de violence conjugale. On évite, par exemple, d'aller chercher quelqu'un de la même communauté que l'usager-usagère. Parce qu'on se dit, ben, certaines communautés sont tellement petites, ça va être, il y a beaucoup plus de risques à ce moment-ci qu'il y ait divulgation de certaines informations. Donc, il y a certains facteurs qu'on va aller chercher à ce moment-ci, puis ça devient vraiment un peu la responsabilité de intervenante dans le choix de l'interprète pour s'assurer quand même de mettre vraiment tous les facteurs favorables de son côté pour que l'usager et l'usagère soit à l'aise à partager, en fait, ces expériences-là qui ne sont pas toujours, évidemment, heureuses. Merci. Ça fait plaisir. Moi, je vais faire du pouce. Dans le fond, ça veut dire ce que je comprends, c'est qu'il y a des défis, puis il y a des enjeux d'intervention qui sont similaires, qu'on soit en contexte pandémique ou pas, là. Tout à fait, oui.
Exactement. Il y a des choses vraiment qui reviennent beaucoup, que ce soit en temps normal ou en contexte de COVID-19. C'est sûr que certains éléments, donc le fait qu'on n'a pas le choix, parce qu'en contexte normal, on a un peu le choix d'être en présentiel ou à distance et ou au téléphone. Donc, si c'est un suivi, ce qui est sorti beaucoup, c'est que des intervenants, quand c'est un suivi avec un usager-usagère que je connais depuis 2 ans, depuis 3 ans, le lien de confiance est déjà établi. Fait que c'est pas si grave, même en temps normal, je prends le téléphone, je fais le suivi, puis ça va super bien. On se comprend quand même bien. Mais en temps de COVID, c'est qu'on n'a pas le choix, en fait, que d'être confronté à aller vers le téléphone surtout. On l'avait vu que c'était vraiment la deuxième option la plus utilisée, puis la plus préférée, autant pour les interprètes que pour les intervenantes. Il y avait aussi ce qui est sorti qui est particulier au contexte de COVID, c'est vraiment, même si on est en présentiel, on l'avait vu dans le tableau comparatif en présentiel, du côté des usagers-usagères, ben, ils sentaient quand même qu'il y a une barrière due au port du masque et à la distanciation. Ça, c'est beaucoup sorti, mais particulièrement du côté des usagers-usagères qui se sentaient comme pas à l'aise vraiment avec ces distances qui est physique, mais qui créaient vraiment des barrières aussi de communication, puis vraiment de liens de confiance avec leurs intervenants-intervenantes et leurs interprètes. Super, merci. Une autre main levée. Ouda, je vous donne, attendez, je vais trouver ma souris, la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Naïma. Bonjour, Ouda. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Plein de bonnes informations. Moi, je suis agente administrative à la coordination du continuum soins et services aux personnes âgées à Laval, secteur ouest. Puis, on a une bonne partie de Laval qui sont des allophones, justement. Puis, qui dit personnes âgées, on ne s'attend pas à ce qu'ils retournent à l'école pour apprendre le français ou l'arabe. Ils sont allophones, puis probablement qu'ils le resteront. Ma question, c'est d'après vous, est-ce qu'il y aurait des formations ou des outils pour nos intervenants autres que des interprètes, parce que comme on a vu par nos intervenants aussi et par votre recherche, votre présentation, c'est que ça prend beaucoup de temps. Au lieu que ça soit, par exemple, sur 1 heure l'intervention, probablement que le temps va doubler. Puis avec la pénurie ce qu'on sait, donc on a plus besoin de temps que de doubler le temps par intervention. Donc, ma question, est-ce qu'il y aurait des formations pour les intervenants? Est-ce qu'il y aurait des facilités comme ça pour les intervenants, puis pour que l'intervention se passe bien? Merci beaucoup. Merci à toi, Ouda. Très, très intéressant comme question. C'est sûr qu'à ma connaissance, il y a plusieurs formations. Puis c'était évidemment, j'en ai pas parlé, mais on avait vraiment plusieurs données aussi sur la question de la formation. Puis principalement, c'est qu'il manque de formation et pour les intervenants-intervenantes, mais aussi pour les interprètes, malheureusement. Donc oui, il y a plusieurs formations. Il y en a une qui a été faite par un de mes co-chercheurs, donc Yvan Leanza, qui a beaucoup écrit sur la question. C'est un expert sur la question de l'interprétation qui, je crois, est accessible sur le site du CERDA, fait que je pourrais ajouter le lien pour cette formation. Je crois qu'elle est gratuite et est accessible à toutes et à tous. Je sais que les banques d'interprètes offrent une formation quand même de base sur l'ethnoculturel, sur l'interprétation pour leurs interprètes. Mais c'est sûr que ça reste quand même des formations de base. Puis quand on est face à une population particulière, comme là, dans votre cas, c'est des personnes aînées qui ont des besoins particuliers, qui ont vraiment des difficultés peut-être plus différentes ou distinguées des autres populations. Il faut voir quels sont les besoins de cette population-là, parce que parfois, des interventions de groupes collectifs, ça peut être aidant pour des aînés, par exemple, parce qu'il y a quand même une entraide entre les personnes. Tu sais, c'est des séances d'information générale sur des questions d'hygiène, sur des questions de comment prendre soin de soi, etc. Fait que vous pouvez aussi prioriser, en fait, à ce moment-ci, des interventions collectives où là, tu sais, le temps est maximisé pour plusieurs personnes en même temps. Quand c'est vraiment des interventions individuelles pour certains cas précis, pour certains besoins précis, là, c'est sûr que ce qui est recommandé, c'est vraiment d'avoir un interprète qui est formé, qui idéalement quand même
à l'aise pour travailler avec cette population-là, mais qui connaît quand même un peu les problématiques et les besoins. L'autre élément qui est beaucoup recommandé, c'est la stabilité des interprètes. Donc, l'idéal, ce serait que c'est le même interprète, idéalement, qui suit le même ou la même usager-usagère, parce que ça crée vraiment une stabilité du côté de la personne aînée à ce moment-ci, puis il y a un lien de confiance, oui, avec l'intervenant-intervenante, mais aussi avec l'interprète qui est établi à ce moment-ci. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de recette magique, mais ça me fera plaisir de vous partager un peu les formations qui sont accessibles. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est très gentil, merci beaucoup. Puis je vais vous écrire pour avoir l'information. Ça me fera plaisir, Ouda, n'hésite pas. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Merci. Je vais me réserver la dernière question. Là, il y a plein de merci, il y a plein de compliments sur ta présentation là, que je reçois. Là, je t'ai transféré, mais merci tout le monde. C'est bien apprécié. Une dernière question, puis après ça, on va conclure. Là, il est déjà 12h53. Je ne sais pas si tu as déjà touché, mais les interprètes, là, pour passer au virtuel, j'imagine que ça ne se fait pas en cliquant des doigts. Là. Comment ils se préparent? Est-ce qu'ils en ont discuté dans les entrevues? Ben, oui, on avait fait une question, parce que dans le questionnaire, il était structuré de avant, après la pandémie pour avoir comme une idée comment ça fonctionnait avant, comment ça fonctionnait après. Puis dans les entretiens individuels, on revenait un petit peu de comment ils se sont quand même débrouillés. Ce qui ressort, c'est que c'était pas facile. En fait, oui, pour les interprètes, mais pour les intervenants aussi. Évidemment, pour l'usager, on n'en parle pas, et ce qui est sorti, c'est que, puis là, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais j'ouvrirai une petite parenthèse, c'est que les interprètes ne sont pas des employés des CCCIUS. Donc, c'est des travailleurs autonomes. Donc, les personnes sont payées à l'acte, à la tâche. Donc, ils vont se déplacer, ils font de l'interprétation. Je crois que ça tourne autour de 35 ou 40 $ l'heure. Donc, c'est pas énorme, puis ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de stabilité d'emploi. Et en plus, avec la COVID, on avait beaucoup d'extraits, par exemple, dans les questionnaires, mais aussi dans les entretiens individuels où ils nous disaient, ben, moi, j'ai dû aller acheter de mes propres poches mon laptop, aller augmenter la vitesse de mon Internet pour pouvoir quand même faire les interprétations sur vidéoconférence. Certains y ont pris des petites formations pour se familiariser avec la plateforme Zoom, la plateforme Teams, qu'ils n'avaient pas forcément utilisé avant la COVID-19. Des côtés des intervenants aussi, ça a beaucoup sorti parce que les intervenantes n'avaient pas forcément de cellulaire de travail. Donc, plusieurs avaient utilisé leur propre cellulaire pour vraiment aller chercher l'interprète et ou les usagers-usagères. Et on avait aussi une question où on leur demandait un peu si leur établissement, leur institution les avait soutenus dans ce virage électronique. Puis la plupart nous disaient, ben, écoutez, on a eu quelques plateformes dédiées, donc Teams, mais autres aussi. Donc, il y en avait quand même 40% des répondants qui avaient mentionné ça. Mais ce qui était intéressant dans cette question, c'est que quand même 25% de nos répondants intervenants-intervenantes, y avaient noté que leur organisation n'avait mis en place aucune mesure pour ce virage électronique. Évidemment, on parle de 2020-2021. Peut-être que les choses ont changé depuis, mais à ce moment-ci, donc en pleine pandémie, il y avait quand même 25% de nos répondants qui se disaient qu'ils n'étaient pas outillés, en fait, même s'ils le voulaient, passer à des interventions par vidéoconférence, ben, ils n'étaient pas du tout outillés pour le faire, malheureusement. Super, merci. As-tu l'intention de repasser le sujet, genre post-pandémie, qu'est-ce qu'il en reste de ça serait génial. de cette technique? Ça serait parfait. Ouais, l'apprentissage et rétention des avancements ou percées technologiques qu'on a. Tout à fait. Ça serait magnifique. Ouais. Bon, ben, merci. On arrive à la fin.